Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Donc voilà, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de cours. Comme d'habitude, voilà, je veux vous demander de vous inscrire sur la liste de chat. Comme ça, on va savoir quels sont les gens qui sont un petit peu disciplinés avec nous. Donc, moi aussi, je le fais. Et donc, je veux commencer par partager mon écran pour pouvoir attaquer la dernière partie du cours de réseau. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Si c'est le cas, dites-le moi pour que je puisse un petit peu m'enchaîner. Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça, c'est le dernier chapitre. Donc, c'est la dernière partie de l'élément du module raison. Vous avez maintenant des notions sur le réseau. Donc, un réseau, je récapitule. Donc, un réseau, c'est un ensemble de machines, d'intermédiaires, pour mettre les machines en relation, pour mettre les machines dans un réseau, pour partager. L'objectif, c'est partager les données, partager les ressources matérielles et logicielles. On a dit que pour faire ceci, il y a deux modèles, à savoir le modèle OSI à 7 couches. Donc, le modèle OSI, 7 couches. Et le modèle TCP/IP. Donc, 7 couches, donc application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et bien sûr physique. Pour le modèle TCP/IP, donc TCP/IP, il est basé sur deux protocoles. TCP, celui de la couche transport, donc on a la couche application, 4 couches ici. Transport, Internet, accès, réseau. Donc, accès réseau, c'est comme les deux couches. Réseau, c'est la couche Internet du modèle TCP. Transport, c'est. Et donc, l'application, c'est la correspondance des trois. L'application de TCP/IP, c'est comme elle remplace les trois couches supérieures de modèle OSI. Nous avons dans le deuxième chapitre, nous avons explicité ceci, donc la différence et la ressemblance entre les modèles. Donc, le modèle TCP, il est basé sur les deux protocoles de la couche transport et la couche Internet. Donc, le transport, on a dit que le transport utilise soit TCP, soit UDP, et EP, et l'Internet, il se base sur le protocole EP, donc pour la commutation des paquets. Nous avons aussi dit que de la couche physique, on parle du bit, le PDU, Protocol Data Unit. Donc, on parle ici du bit. On parle de la couche liaison de données du tram et de la couche réseau, donc du paquet, de la couche transport par le segment et de la couche supérieure, les données. Donc, voilà. Et donc, dans la couche, dans le troisième chapitre, nous avons descendu vers la couche physique pour voir comment l'information est véhiculée entre deux machines, soit avec guide, soit sans guide. Les supports sans guide sont le câble coaxial,
la perte torsadée et la fibre optique. Chacun, donc, le câble coaxial et la perte torsadée, il utilise une onde électrique, soit avec modulation, sans modulation, et pour la fibre optique, il utilise l'onde lumineuse. Chaque support, il a des caractéristiques en termes de débit et de la capacité maximale, donc parce qu'on sait qu'elle réagit comme étant un filtre ayant une bande passante et qui parle de la bande passante, parle du débit. Bande passante limitée, donc on a vu donc le débit doit être plus, on a du support à faible débit, à débit moyen et à débit, donc on a donc à partir de kilos jusqu'à méga et même jusqu'à 2 gigas. Donc, pour les supports sans guide, on a par exemple la transmission par les ondes hertziennes, par les ondes radio, le Wi-Fi, le GSM, le satellitaire, etc. Donc, on a vu un ensemble du support et donc, on a parlé aussi de la modulation. Donc, la modulation, lorsqu'on va, par exemple, envoyer un signal binaire sur un câble de réseau téléphonique, il faut faire la modulation à l'entrée et la démodulation à la sortie pour récupérer la suite binaire parce que les terminaux, les machines, les PC, et donc elles ne parlent que le langage binaire, et donc il faut convertir ça donc, dans les langages que les machines doivent recevoir. La couche liaison de données, c'est l'objectif du chapitre précédent. Si à partir du bit reçu, il faut construire la trame, il faut savoir où ça commence la trame et où se termine. Et est-ce que la trame contient des erreurs ou pas? Puisque les lignes de transmission ne sont pas parfaites, elles introduisent des erreurs et donc il se peut que 1, 0 devient un 1 et tout va se mettre à l'eau. Donc, il faut que la trame, il faut que la couche liaison de données sache est-ce que les données reçues donc, sont entachées d'erreurs ou bien elles sont conformes à l'original. Donc, pour ça, il utilise par exemple le code de Pareto et la checksum, mais donc on a dit que pour la trame d'Ethernet, donc les réseaux locaux, dont la trame jetant sur l'anneau, il utilise le CRC. Code de redundancy check ou bien SECL, donc ça permet de calculer, donc l'émetteur avant d'envoyer la trame, elle calcule la CRC et l'envoie. Donc à la réception, donc le récepteur et l'émetteur se mettent d'accord sur un polynôme pour faire est-ce que ce qu'on a reçu est conforme à ce qui a été envoyé par la machine émettrice ou pas. Et donc, en plus de CRC, donc, on a donc l'adresse MAC. On parle lorsqu'on est sur la couche liaison de données de l'adresse MAC de destinataire et de la source. Et bien sûr, donc ça constitue donc la trame. Ce qu'on met dans la trame, on met le paquet, donc on encapsule le paquet à laquelle on ajoute le CRC et bien sûr l'entête de la couche liaison de données. Donc, l'élément que nous voulons maintenant entamer dans ce dernier chapitre, donc c'est la notion de paquet. Le paquet, on a dit que le paquet, il encapsule le segment de la couche supérieure à laquelle elle doit ajouter donc l'entête pour que le paquet doit être acheminé. Donc, on a parlé évidemment du tram dans le réseau local parce que les machines sont dans la même, donc la source et la destination sont de le même réseau local, par exemple, mais pour la couche réseau, les machines qui vont communiquer sont peut-être dans des réseaux différents et le paquet doit
parcourir plusieurs routeurs avant d'arriver à destination. On a dit que le routeur, c'est le moyen pour faire communiquer deux réseaux différents. Et donc, le routeur, donc, elles ont, par exemple, au moins deux cartes réseau. On peut avoir des routeurs qui ont plusieurs cartes réseau, mais au moins deux cartes réseau pour faire communiquer au moins deux réseaux différents. Par contre, les terminaux, ils ont la plupart du temps une seule carte réseau, donc ils ont une visibilité sur un seul réseau, alors que les routeurs, elles ont au moins une visibilité sur deux réseaux différents. Donc, c'est l'objectif que nous avons maintenant. On va essayer de voir quelles sont les constitutions et donc comment deux machines, comment les routeurs veulent faire transiter le paquet, parce qu'un paquet, c'est comme une lettre. Elle contient l'adresse du destinataire et l'adresse de l'émetteur et donc le paquet. Donc, l'objectif du paquet, c'est on aimerait qu'il atteigne l'objectif indépendamment du chemin et donc le routage, elle peut prendre plusieurs acheminements pour atteindre la destination. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif de notre dernière partie. Donc, le principe du réseau TCP/IP et évidemment donc la couche Internet ou bien la couche réseau de module OSI. Donc, c'est l'objectif. Donc, le TCP/IP fait référence à une multitude de protocoles de communication. TCP pour transmission contrôle protocole de la couche transport et IP donc pour le protocole pour l'acheminement de paquets de la couche Internet. Elle tient son nom de protocole, la transmission contrôle protocole et l'Internet protocole. Donc, l'architecture, donc pour l'architecture TCP/IP, le résultat de recherche, donc c'est le département de défense américain qui a un petit peu, donc qui a conçu le modèle TCP dans le but que parce que dans un certain moment de l'histoire, dans la guerre froide, elles ont peur un petit peu donc des attaques du type nucléaire et ils veulent que s'il y a un chemin entre l'émetteur et le récepteur, quoi qu'il en soit, sur une fibre, sur le satellitaire, il faut que les paquets envoyés par une source doivent arriver à une destination indépendamment du chemin. S'il existe, bien sûr, au moins un itinéraire entre la source et la destination. Donc, on a dit que le modèle OSI, c'est un modèle d'apprentissage pour faire l'enseignement, pour comprendre comment l'information est acheminée de la couche application, elle descend dans les couches, donc vers la couche physique, et de la couche physique du destinataire, elle va être remontée à partir du bit. On va extraire la trame, on va extraire le paquet, on va faire le segment, on va reconstruire le fichier de la couche application. Donc, mais le modèle TCP, c'est sur lequel elle fonctionne, l'Internet, c'est un modèle pratique. Donc, les protocoles sont indépendamment des architectures matérielles et des systèmes d'exploitation. On sait maintenant qu'un Mac, elle peut communiquer avec un PC, un système d'exploitation Windows peut communiquer avec un Unix ou un Linux, donc indépendamment de l'architecture de matériel sur laquelle elles sont implémentées. L'objectif, c'est que l'information doit être acheminée, donc le paquet, on doit extraire le paquet, on doit extraire la trame indépendamment donc du hard et du système d'exploitation. Donc, le mode d'adressage est commun à tous les utilisateurs de CP. Donc, quelle que soit la plateforme, une machine qui va communiquer, elle doit avoir une adresse, bien sûr, IP. Et pour communiquer dans le réseau local, elle doit avoir une adresse MAC. Donc, lorsqu'on parlait du réseau local, on a parlé de l'adresse MAC qui est gravée sur la carte réseau. Donc, les adresses MAC, elles ont seulement une visibilité locale sur le réseau local. Mais pour une vision globale, donc des machines, donc on utilise les adresses IP, les adresses logiques. Donc, les adresses physiques, elles sont gravées, ne changent pas, alors que les adresses IP, donc ce sont les adresses logiques qui changent d'un réseau. Donc, les adresses MAC, c'est comme le nom d'une personne. Lorsqu'une personne a un nom, même si elle change
du maison, mais songe du pays, son nom et son nom. Par contre, son adresse physique de la maison et il habite, c'est comme son adresse logique. Chaque fois qu'il change de maison, son adresse IP change, donc son adresse de résidence change. Donc, faites cette analogie entre l'adresse MAC et le nom d'une personne et l'adresse IP et l'adresse de la demeure, de la maison où il réside. Les majeures parties de l'information relative au protocole, donc les RFC, Request for Command, c'est un petit peu les spécifications qui spécifient comment les adresses doivent être faites. Ça veut dire qu'on va voir que dans la suite, qu'il y aura une adresse, une partie de l'adresse qui va être commune à un ensemble de machines connectées dans un réseau. On parle de la partie réseau et la partie host. Et donc, chaque deux machines dans un réseau ne peuvent pas avoir la même adresse, sinon on parle de conflit d'adresse. Et donc, mais toutes les machines dans un réseau auront une partie commune qu'on appelle l'adresse réseau et chaque machine aura son identificateur propre dans ce réseau. On parle donc de la partie net et de la partie host. Donc, ce modèle, on l'a exposé dans le deuxième chapitre. Donc, le modèle TCP, il contient quatre couches: application, transport, Internet et accès réseau. Application, donc elle est dédiée à l'application. Ça peut être un HTTP, ça peut être un Telnet, ça peut être un FTP, ça peut être donc les applications. Donc, lorsque je lance mon navigateur, et j'envoie une requête HTTP, ça veut dire que je envoie une requête à un serveur pour qu'il m'envoie, etc. Lorsque je peux utiliser AFTP pour faire le transport du file, transport protocole, Telnet pour prendre l'accès à une machine distance, etc. Donc, client, donc la partie, donc il contient donc la partie application, la couche application, il contient la logique nécessaire au support d'application usagée. FTP pour le transfert de fichiers, Telnet pour prendre la possession d'une machine distance, FTP pour les requêtes hypertexte, transport protocole. Chaque application requiert un module. On a dit que maintenant, l'application du modèle TCP, elle contient l'application du modèle OSI, la présentation et la session. La présentation, je le répète, elle concerne le codage, la compression et le cryptage d'informations. Chaque fois qu'il y a le cryptage, donc par exemple, c'est la couche présentation qui s'en occupe. La session, pour négocier, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire un échange entre deux machines, il faut donc ouvrir, il faut négocier la couche session, négocier le transfert de données entre les deux quantités que vont. Mais dans le modèle TCP, donc l'application, il contient tous les services de l'application, présentation et session de modèle aussi. Transfert, donc, elle concerne la sûreté de transmission, réception, donc, elle contrôle les erreurs, donc, séquenciage, segmentation et désegmentation, elle fragmente les données en segments et à la réception, elle doit faire l'assemblage, le contrôle du flux. On a dit que le contrôle du flux, il se peut qu'une machine est plus vite qu'une autre, il se peut qu'une machine elle exécute plusieurs processus qu'une autre. On parle de processus. Donc, vous voyez, donc, à partir de ceci, on fait le lien avec la gestion des processus. Une machine qui a plusieurs processus à gérer, donc il faut allouer le processeur à chacun des processus. Si dans la machine émettrice, il y a beaucoup de processus ou bien moins de processus que la machine destinataire, donc cela va être plus rapide et il se peut qu'il va envoyer beaucoup d'informations que la source ne peut pas gérer. Donc, il faut à un certain moment dire que arrête de m'envoyer les données, sinon elles vont être perdues. Donc, le contrôle du flux et bien sûr aussi la remise sur le. Donc, s'il y a une interruption, donc il faut reprendre là où il est arrêté pour ne pas reprendre à partir du début. La couche Internet, c'est celle qui va concerner donc, le routage et l'adressage. Le routage parce que c'est le paquet, l'objectif du paquet donc, dans lequel il y a le segment de la couche transport, il faut que le paquet arrive à destination.
pour pouvoir extraire, désencapsuler le segment et le faire monter à la couche. Donc le chemin que le paquet va emprunter, il concerne donc la couche Internet. Fonction de routage à travers les réseaux multiples, implémentés aussi bien dans les systèmes terminés que dans les routeurs. Donc, chaque machine connectée à un réseau doit avoir une adresse Internet, une adresse IP pour pouvoir partager donc les informations avec les autres machines. Si la machine à laquelle elle veut envoyer quelque chose est dans le même réseau local physiquement, donc on ne traverse pas aucun routeur, seulement un hub ou un switch, ils sont dans une topologie, ou bien si les machines sont directement liées par exemple un RG avec un câble croisé, donc il faut que les machines, il faut qu'elles aient tous les deux des adresses IP et des adresses MAC. Mais si les machines qui vont partager de l'information sont dans des réseaux différents, il faut passer par des passerelles, il faut passer par des routeurs. Donc, les routeurs aussi doivent avoir des adresses. Puisqu'elles ont des cartes réseau, donc elles ont des adresses MAC sur chaque carte, mais il faut aussi des adresses IP qui ont des visibilités sur chaque réseau. Donc l'accès réseau couvre l'interface physique du réseau et donc aussi il couvre donc la couche liaison de données. La notion de RAM et la notion du bit, c'est les couches supérieures, donc les couches inférieures donc du modèle TCP. Couvre l'interface physique du réseau, caractéristiques mécaniques, électriques, fonctionnalités, procédures du médium et l'action médium. Donc, au niveau applicatif, donc, vous voyez qu'il y a un certain ensemble de protocoles pour Hypertext Transport Protocol, File Transfer Protocol, Teletype Writer Network Protocol, Sample Mail Transfer, donc pour la couche application. Donc, il y a tous ces protocoles. Pour la couche transport, il y a deux protocoles principaux. Donc, TCP pour transport protocole orienté connexion et UDP, donc User Data Gram Protocol. Donc, c'est en mode non connecté. Pour le... Oui? Yes? What happened? Donc, pour la couche réseau, donc, il utilise donc, les protocoles IP donc, pour l'Internet Protocol et CMP pour l'Internet Control and Error Message. Donc, chaque fois qu'il y a une erreur, par exemple, un paquet qui n'a pas été envoyé, il faut envoyer donc, le message, etc. Donc, pour ARP, Address Resolution Protocol, pour la résolution des adresses, donc une machine qui a une adresse IP et ne sait pas l'adresse MAC ou bien le contraire, donc pour reverse ARP, il utilise les deux protocoles pour savoir l'adresse IP ou l'adresse MAC d'une machine. Donc, maintenant donc, notre objectif, il va se focaliser sur la couche réseau. Donc, vous voyez, donc, elle se base sur le protocole. Donc, on a parlé que les couches de même niveau, elles parlent par les protocoles et les couches adjacentes, elles parlent par les services. Donc, ici, dans la couche application, on parle par exemple de protocole FTP. Donc, dans la couche transport, on parle par exemple donc par le protocole TCP et la couche Internet au réseau de modèle OSI, on utilise le protocole IP. Et donc la couche basse, la couche donc l'accès réseau, on a ici un pilote Ethernet et bien sûr donc on parle de ce réseau de type Ethernet. Donc c'est un réseau local donc de type Ethernet sur un bus. Donc ici, c'est la communication sans routeur. Donc les machines, elles sont sur le même réseau local de type Ethernet, de type bus. Donc la machine A veut envoyer quelque chose à un serveur ou bien veut demander quelque chose à un serveur. Donc elle va envoyer par exemple un fichier via un file transport protocole. Et donc
Elle va envoyer donc une requête et bien sûr la requête va descendre vers, on va générer une trame et bien sûr la trame va être envoyée sur le support, par exemple le câble coaxial ou la paire torsadée ou bien même la fibre optique parce qu'on a les trois et bien sûr à la réception donc on doit extraire la trame. On a maintenu le moyen, donc on sait le délimteur de la trame, on sait le CRC, donc on extrait la trame. C'est la trame, bien sûr, et sans erreur, on doit désencapsuler le paquet, donc le paquet donc, est épais, et bien sûr, à partir du paquet, on va essayer de le donc enlever l'entête du paquet et bien sûr, donc, désencapsuler le segment à partir de différents segments. On va essayer de construire donc le fichier donc envoyé. Un serveur, je peux mettre donc le transfert donc pour ne pas dire que le serveur, donc pour ne pas dire que seulement je charge à partir du serveur. Je peux charger à partir du serveur comme je peux déposer un fichier de un serveur. Par exemple, un FileZilla, lorsque j'ai un site web dans lequel il faut que je mette les fichiers de mon site web sur un serveur web, il faut que je transfère les fichiers de ma machine locale vers le serveur web. Donc, le transfert, donc, elles peuvent se faire dans le sens de l'autre, pour ne pas dire que seulement, mais après avoir que je mets mes fichiers comme étant administrateur d'un site web, donc le FileZilla, c'est une forme de file transport pour mettre les fichiers dans un serveur. Et à partir de là, je peux aussi télécharger. Donc, je peux faire le transfert dans le sens. Donc, la machine, ça peut être une machine ici, mais ici, ça doit être un serveur donc, qui tourne sur un Linux, par exemple, mais ici, ça doit être, par exemple, une machine, un PC. L'architecture TCP, vous voyez que deux architectures, donc ici, donc c'est la carte réseau du type NIC. Donc, l'architecture TCP permet de faire fonctionner un réseau local. Donc, TCP/IP, elle fait aussi fonctionner un réseau local et c'est le même qui fait fonctionner, par exemple, l'Internet. Donc, un réseau local, c'est un réseau indépendamment de l'extérieur. Dans un réseau local, je n'ai pas besoin d'un fournisseur d'accès pour accéder à Internet. Donc, je peux faire par exemple, la communication des machines. J'ai un serveur de données et je peux demander les données à partir d'une machine par l'architecture TCP. Donc, on va savoir comment, lorsqu'un paquet est envoyé, est-ce qu'il va être envoyé à une machine dans un réseau local ou bien il va sortir. Un paquet, donc, on va voir dans le paquet, donc, on a dit que la couche transport, elle utilise ce qu'on appelle les adresses du port. La couche réseau, elle utilise les adresses IP, les adresses réseau. Et la couche accès réseau, elle utilise les adresses MAC. Pourquoi donc on utilise les adresses port? Parce qu'il se peut que deux machines connectées, il y a par exemple une application, deux applications différentes, deux processus différents, et donc lorsqu'on reçoit un paquet, on va le désencapsuler pour trouver le segment, et le segment, il va nous indiquer à partir des adresses du port à quelle application, à quel service il faut envoyer les données. Parce que ce n'est pas toujours le FP, il se peut que ce soit une application du web, ce n'est pas une application FTP. Une application HTTP, ce n'est pas une application FTP. Lorsque je reçois un segment, je dois savoir à quelle application je dois envoyer les données. Est-ce que c'est à l'application FTP? Est-ce que à l'application HTTP? Donc, en se basant sur les adresses des ports. Les adresses des ports, c'est dans la couche transport. Les adresses IP, donc c'est de la couche réseau. Les adresses MAC, c'est de la couche
Ethernet, dans la couche liaison de données, c'est dans la couche accès réseau dans le modèle TCP. Donc, l'architecture TCP permet de faire fonctionner un réseau local, par exemple, sur un réseau Ethernet relié à un ordinateur client A qui interroge un serveur FTP. Donc, l'ordinateur client peut recevoir les données du serveur ou bien il peut envoyer, donc je viens de le dire, le FTP peut fonctionner dans un sens ou je peux poser les données sur le serveur comme je peux télécharger les données à partir du serveur. Donc, sans passer par aucun routeur, donc un réseau local, donc le TCP, elle peut faire de la communication. Bien sûr, si je veux faire demander quelque chose à une machine distance, il faut passer par les routeurs. Donc, dans cette architecture, donc de ce schéma, on va faire la communication avec un routeur ou bien avec des routeurs. Donc, on a mis S entre parenthèses pour dire que les machines distance, il se peut qu'elles passent seulement par un seul routeur ou bien par plusieurs routeurs. Prise en compte de l'hétérogénéité. Donc, vous voyez ici, donc on a un client comme dans l'exemple précédent, un client 1, donc qui travaille sur une partie qui fonctionne sur un réseau local Ethernet. Et ici, c'est une machine distante qui est sur un réseau en nano à jetons. Donc voilà, deux topologies physiques différentes et bien sûr qui sont connectées par un routeur. Donc, pour faire par exemple le transfert, donc les deux couches transport, elles se voient de le client A et le serveur B, les deux couches transport se voient. Par contre, la couche réseau, la couche Internet du client A, il ne voit pas directement la couche Internet de l'ordinateur B, du serveur B. Elle voit donc la couche Internet, elle va communiquer directement avec la couche réseau de la passerelle de routeur. Donc, lorsqu'il y a par exemple une requête ou bien des données qu'elles vont transiter de A à B ou bien de B, supposons que de sens de A à B. Donc, le segment va être, donc la donnée va être segmentée en segments. Donc, on va prendre le segment, on va lui ajouter l'entête de la couche transport, ça veut dire les adresses du port, et on va encapsuler tout dans un paquet épais. Le paquet épais, il encapsule le segment en ajoutant l'entête de la couche réseau. Qui dit l'entête, on va voir qu'on va ajouter par exemple quelle est la version du protocole épais, la version 4 ou la version 6, quelle est la taille de l'entête, quels sont le type de données de la couche transport, et bien sûr, et parmi d'autres, les adresses sources et l'adresse destination. L'adresse IP source et l'adresse IP destination. Et donc, après, on va encapsuler le paquet dans une trame. Pour encapsuler, on va prendre le paquet, on va le mettre dans une trame, on ajoute bien sûr le PROM B, le start frame dénominateur, l'adresse MAC destination, Donc, est-ce qu'on va mettre dans la trame l'adresse MAC destination de routeur ou l'adresse MAC de la machine destination? À votre avis, quelle adresse MAC qu'on va mettre? Si je vous pose la question, dans la trame qu'on va envoyer sur le support physique, est-ce qu'on va mettre l'adresse MAC du destinataire de la couche? Oui. De routeur, très bien. Donc, pourquoi? Donc, lorsque la machine va envoyer quelque chose, elle va mettre l'adresse, donc dans le réseau, de la couche réseau, on met l'adresse MAC, l'adresse IP de la source de la machine A et l'adresse IP de la machine B. Donc,
le réseau, donc la couche réseau, la couche Internet, en se basant de l'adresse, IP de la destination, elle sait à quel en se basant sur le masque, parce que on donne l'adresse IP et le masque. Vous allez comprendre à quoi il sert le masque. En faisant un AND logique entre l'adresse IP de la destination et le masque de ce réseau, la machine A sait est-ce que la destination est sur le même réseau ou bien c'est une machine distance. Si c'est une machine sur le même réseau, elle va trouver quelle est l'adresse MAC qui va correspondre à cette adresse IP en se basant sur le ARP. Et donc, dans ce cas, elle va trouver l'adresse MAC, elle va encapsuler le paquet dans la intram dans laquelle on va mettre l'adresse destination de la machine source, de la machine destination et l'adresse MAC de la source. Et on va envoyer le tram sur le réseau. Et donc, lorsque la machine va recevoir le tram, elle va essayer d'extraire le paquet et elle va enlever les adresses MAC et les lettres. Elle va essayer de savoir est-ce que la tram est correcte ou pas. Elle va extraire désencapsuler le paquet. Elle va essayer de désencapsuler le segment et faire la montée. Si l'adresse destination n'est pas sur le même réseau, donc elle sait qu'elle va l'envoyer à la passerelle. C'est ça le rôle de la passerelle par défaut. S'il y a quelque chose qui va sortir de réseau, elle va le donner au routeur. Donc, dans ce cas, on va utiliser l'adresse MAC de routeur au lieu de l'adresse MAC de destination. Donc, lorsque le routeur, la passerelle reçoit un tram, elle va essayer de désencapsuler la trame, elle va essayer de désencapsuler la trame pour extraire le paquet. À partir du paquet, elle sait l'adresse MAC, l'adresse IP de la destination, et bien sûr, en se basant sur la table de routage, elle sait à quel réseau elle doit envoyer ce paquet. Et bien sûr, dans notre cas, elle va envoyer le paquet dans ce deuxième réseau en nano avec jeton. Elle va encapsuler le paquet dans une autre trame. Ici, c'est une trame Ethernet et dans l'autre sens, c'est une trame de type jeton. Elle va donc l'envoyer de proche en proche jusqu'à arriver à la machine destination. Donc, vous savez comment le jeton va être acheminé d'une machine. Chaque machine qui va recevoir le jeton, elle va l'envoyer à la machine suivante, etc., jusqu'à arriver à destination. Donc, l'architecture TCP/IP permet surtout de connecter, de constituer un Internet. Ça veut dire une interconnexion des réseaux éventuellement hétérogènes. Donc, par exemple, hétérogène, ça peut être un PC, ça peut être un Mac, et vous voyez qu'il tourne sur un Linux. Donc, c'est un système d'exploitation différent. On suppose qu'il est différent de la source. Et si les ordinateurs A et B sont des systèmes terminaux. Donc, les systèmes terminaux, par contre, ici, c'est une passerelle, c'est un intermédiaire, c'est un routeur. Et le routeur est un système intermédiaire. La remise des paquets nécessite l'utilisation de deux trames différents. Ici, c'est une trame Ethernet. On sait le format d'une trame Ethernet. Et ici, le tram jeton. Une trame Ethernet entre la machine A et le routeur et l'autre, c'est une trame, le réseau token range, donc c'est une trame jeton avec le routeur, entre le routeur et la machine B. Donc la trame n'est pas la même et donc on désencapsule la trame pour
pour avoir le paquet. Et ici, le paquet, on l'encapsule dans une autre trame d'un autre format. Le format entre les trames ici, donc c'est un réseau local d'un type et un autre réseau d'un autre type. Donc, le rôle de routeur, c'est de faire communiquer deux réseaux différents. Donc, on a vu aussi dans le chapitre suivant qu'on peut faire communiquer deux réseaux locaux donc par un pont. Un pont, il va essayer de faire la conversion du tram. Une tram, elle va essayer de faire la conversion. Donc ici, ce sont deux réseaux logiquement différents. Donc, dans ce schéma, donc, on a un réseau A, trois réseau A, réseau B et réseau C. Et donc, deux routeurs. Le routeur PA, il a une visibilité. Vous voyez qu'il a une connexion, il a une visibilité sur le réseau A. Donc, il aura une carte réseau. Donc, il fait partie de ce réseau. Il fait partie aussi de ce réseau. Le routeur P2, il a une visibilité sur le réseau B et une visibilité sur le réseau C. Si le routeur P a quelque chose à envoyer au réseau C, il l'envoie parce qu'il fait partie de ce réseau. S'il a quelque chose à envoyer au réseau B, il peut l'envoyer parce qu'il fait partie de ce réseau. Si le réseau P il a quelque chose à envoyer au réseau A, il peut le faire parce qu'il fait partie de ce réseau. S'il a quelque chose à envoyer au réseau B, il peut le faire. Mais si P avait envoyé quelque chose au réseau C, il ne peut pas donc le faire directement. Donc, il va le faire communiquer au rotor P2 parce que le rotor P2 et le rotor P1 ils font partie d'un seul même réseau B. Ils ont une visibilité sur le même réseau B. Donc, s'il y a quelque chose, donc il va le faire communiquer à la passerelle donc pour atteindre le réseau C. Même chose, si le P2 veut faire envoyer quelque chose au réseau C, il n'a pas de visibilité, mais il peut le faire passer au routeur P1. Les données transitent depuis un réseau vers un autre par des nœuds spécialisés appelés le passerelle ou bien le routeur ou le gateway en anglais. Chaque routeur a une vue locale sur un réseau global. Donc, par exemple, le routeur P1 sait comment atteindre directement le réseau A et B, mais pour atteindre C, il envoie les données au routeur P2. Donc, s'il y a quelque chose à envoyer au réseau C, il doit le faire communiquer à P2. Donc, on va maintenant voir les caractéristiques du protocole EP, Internet Protocol. Il implémente la couche réseau par rapport au modèle OSI. Donc, c'est une implémentation de la couche réseau du modèle OSI. Donc, la couche Internet du modèle TCP, donc c'est l'équivalent de la couche réseau du modèle OSI. Elle définit l'adressage logique. Donc, l'adressage logique, il peut changer d'un réseau à un autre, des machines, ainsi que le routage, donc comment les paquets vont transiter d'une source à une destination, donc via, par exemple, en utilisant le protocole des données entre les nœuds. C'est un protocole non fiable. Qu'est-ce que ça veut dire non fiable? Il ne garantit pas la remise de données. Il fait son mieux. Donc, la qualité de service, ce qu'on appelle le best effort. Il ne détruit pas les paquets, mais il ne garantit pas la livraison. C'est comme si vous envoyez une lettre. Donc, elle va suivre l'itinéraire pour atteindre la destination, mais vous n'avez pas de garantie d'atteindre la destination. Par contre, si vous avez utilisé un accusé de réception, dans ce cas, vous savez que est-ce que la lettre est arrivée ou elle n'est pas. Donc, donc, pour la couche réseau, elle utilise seulement le best effort. Donc, c'est un protocole sans connexion car il n'a pas de circuit établi au préalable. Et donc, lorsqu'on a parlé de la commutation des paquets versus la commutation du circuit, le réseau téléphonique, elle établit un circuit avant d'échanger quoi que ce soit. Par contre, la commutation du paquet, lorsque chaque paquet, il contient l'adresse source et l'adresse destination, et donc
chaque paquet peut donc prendre un itinéraire différent. Dans la communication téléphonique, la parole entre un émetteur et un récepteur, elle suit le même chemin. Après, donc, avant d'échanger quoi que ce soit, il y a l'établissement d'un circuit. Donc, ma machine, mon terminal téléphonique, il communique avec un commutateur de l'opérateur téléphonique avec lequel je suis abonné. Les commutateurs de l'abonné, ils vont communiquer avec d'autres commutateurs. Et donc, si c'est au niveau local, par exemple, à Rachidia, donc on va utiliser seulement le commutateur d'Irachidia. Si je veux parler, si je veux parler à quelqu'un à Fès, le commutateur de Rachidia doit communiquer avec les commutateurs régionaux de Tissalat al-Maghreb pour délivrer. Donc, avant d'échanger quoi que ce soit, il faut établir le circuit. C'est pour cela qu'on parle de commutation de circuit. Et donc, par contre, si on parle de commutation de paquets, bien sûr, donc les paquets, elles peuvent emprunter donc du chemin. C'est pour cela qu'on parle de routage. Et la route que va emprunter chaque paquet, elle dépend de plusieurs paramètres. Par exemple, la surcharge d'un routeur, la conjonction d'un chemin. Donc, il y a différents algorithmes par exemple, pour choisir le chemin. Donc, le protocole IP définit l'unité de données transitées dans la connexion. Donc, on a parlé que le PDE, le protocole data unit, c'est le paquet. Et dans la couche liaison de données, c'est la trame. La fonction de routage, donc, elle doit trouver le chemin pour chaque paquet. Donc, et des paquets qui font partie d'un seul fichier peuvent emprunter des chemins différents. Ça dépend de plusieurs paramètres. Donc, il y a plusieurs algorithmes donc, de routage. Je ne veux pas entrer dans le routage, mais je vous dis qu'il y a beaucoup d'algorithmes de routage statique ou dynamique, à vecteur d'état, à charge, etc. Donc, à distance. Et ça dépend de la distance, ça dépend de la congestion. Donc, il y a différents types de routage. Donc, le paquet, on a vu dans le TD2 le format d'un paquet épais. Donc, le paquet épais, l'unité de transfert de base dans un réseau Internet. Donc, et le paquet qui constitue d'un entité et d'un champ de données. L'entité, donc, pour pouvoir acheminer le paquet, on utilise l'entité et donc la donnée, c'est l'information donc véhiculée. Donc, c'est l'information de la couche supérieure, c'est l'information qu'on donne, c'est les segments de la couche transport. Le paquet est une suite élémentaire binaire dont on ne peut pas distinguer le début et la fin. Donc, par contre, la trame, on a posé ce problème. On a posé le problème lorsque la couche physique transmet les bits, on doit savoir où ça commence une trame et où ça termine. Parce que donc, il faut extraire la trame. Par contre, lorsqu'on a extrait une trame, on sait que la trame, elle contient l'entité de la trame, le paquet et l'enquête, ou bien le CRC. Donc, le problème de la tête et de la fin le paquet ne se pose pas. On sait que le paquet, il contient l'entité et la donnée. Donc, le problème de début et de fin du paquet ne se pose pas. Le paquet est une suite d'éléments binaires parce que donc, il va contenir seulement des 0 et des 1, donc, dont il ne peut distinguer le début et la fin. Ce problème ne se pose pas. Pour transporter un paquet, il faut l'encapsuler dans une trame. Le problème du début et de fin se pose par la trame. Et donc, on sait maintenant comment extraire à partir des bits la trame, parce que, bien sûr, il y a le préambule, il y a le start frame de l'émetteur. Donc, la suite, par exemple, pour une trame Ethernet, la suite des AA, de 7 AA,
Donc, avec le codage Manchester suivant de AB, on sait que ce qui va venir après, c'est l'adresse MAC destination, l'adresse MAC source et bien sûr le type de données et il vient après les données ou bien le paquet encapsulé dans la trame. Et les quatre derniers octets, et donc, c'est le CRC. Donc, pour transporter un paquet, il faut l'encapsuler dans l'adjonction des fonctions supplémentaires, ça veut dire l'entête, dans l'entête et la zone de fin du paquet. Contrôle d'erreur, contrôle de flux, etc. Donc, le contrôle, donc le contrôle, on va voir donc après donc le header, qu'est-ce qu'il y a dans le header. Donc, on peut faire par exemple le checksum pour l'entête seulement de header. Le TCP/IP s'appuie sur les adresses physiques, car chaque carte Ethernet ou Token Range a une adresse MAC sur ses octets. On a parlé de l'adresse MAC lorsqu'on a parlé des trames sur 48 bits. Donc 48 bits, ça veut dire 6 octets. Les 3 octets de poids le plus grand, le plus lourd concernent un constructeur, 3COM, HP, Cisco ou autres, et les 3 octets ou bien les 24 bits de poids le plus faible, elle concerne le numéro de la carte pour chaque constructeur. L'adresse MAC est divisée en deux parties. Les 3 premiers octets désignent le constructeur HP, Cisco, DEC, SAN, 3COM. Les 3 derniers désignent le numéro de la carte. Donc, chaque constructeur est là jusqu'à 2 à la puissance 24 cartes. On aura 2 à la puissance 24 constructeurs différents. Les adresses IP, adresses réseau, sont assignées par l'administrateur et sont configurées logiquement. Logiquement, elles peuvent changer. Donc, je peux changer les adresses des machines dans un réseau. Mais il faut que deux machines différentes n'aient pas la même adresse IP logique. Et donc, les adresses, on peut les configurer manuellement ou bien par HDCP, donc, qui configure donc, les adresses d'une façon automatique. De grandes fonctions à satisfaire, l'adressage et le routage. Donc, un paquet, il contient le header et les données. Donc, en se basant sur le header, on peut savoir à qui on doit donc acheminer, à qui on doit envoyer le paquet. Donc, voyez maintenant la forme d'un paquet. Donc, on a dit qu'un paquet, il contient de l'entête et de données. Les données, c'est les données de la couche transport. Pour le header, on l'a vu dans le TD, il contient par exemple, on le donne en des mots de 31 bits, ça veut dire sur 4 octets. Donc, 4 bits, ça veut dire un chiffre hexadécimal. Donc, la version, ça peut être une version 4, on a dit qu'il y a deux versions, la version 4 et la version 6. La version 4, elle utilise 32 bits, la version 6, elle utilise 128 bits. Le header length, l'entête de header, ça veut dire sur combien de mots de 32 bits est l'entête. L'entête, donc ça peut être 5 ou plus. Donc, par exemple, ça c'est un mot de 32 bits, ça c'est un autre mot de 32 bits, ça c'est le troisième, ça c'est l'adresse IP source, l'adresse IP destination, quelques options, et après les données. Donc, l'entête, ça peut avoir 5 ou plus. Le type de service, total length, donc le total length, ça veut dire la taille totale du paquet, l'entête et les données, l'identificateur, par exemple, le type de service, est-ce que c'est un paquet prioritaire, normal, etc. Donc, il y a par exemple des applications qui demandent des données prioritaires, donc il faut le router vite, etc. Donc, voilà le type de service. Par exemple, il se peut que il y aura par exemple
des paquets qui vont être recassés pour un petit peu pour reconstituer un paquet donc fragmenté en autre fragmenté, etc. Donc ici on a un champ time to live ou bien le temps de vie d'un paquet. On a dit que chaque paquet, lorsqu'elle va être rotée, chaque fois qu'elle passe par un roteur, son TTL va être diminué par 1. Si le TTL arrive à 0 et le paquet n'arrive pas à destination, il faut détruire le paquet et il faut envoyer un message à la destination pour lui dire que le paquet que tu as envoyé à l'adresse T n'a pas arrivé à destination, on l'a détruit. Le protocole, donc le protocole de la couche transport, est-ce qu'il s'agit d'un TCP ou bien d'un EDP, le header checksum. Donc, vous voyez, pour vérifier est-ce que l'entête de paquet, donc, il n'est pas erroné. Donc, le check, on utilise le checksum. Le checksum ne porte pas sur le données, il ne porte que sur l'entête. Donc, vous voyez que quelle que soit la donnée, donc on vérifie est-ce que l'entête est bon ou pas, et donc ce qu'on a reçu, on le transmet donc d'une façon aveugle. Donc ce que la couche réseau a reçu, elle va le transmettre à la couche réseau destinataire qui va essayer de désencapsuler l'information encapsulée, donc le data, donc le checksum, elle porte seulement sur l'antenne. Et donc, vous voyez ici, après, on a l'adresse EP source et l'adresse EP destination. Dans la trame, on a vu, on a vu en premier l'adresse MAC destination avant l'adresse MAC, parce que par exemple, dans un réseau Ethernet, dans un réseau local Ethernet, avec une topologie, bien sûr, le bus, lorsque une machine reçoit quelque chose, après le start frame de l'émetteur, donc elle a accès, bien sûr, à l'adresse MAC destination. Donc, elle voit l'adresse MAC. Si c'est son adresse, elle va terminer l'analyse de la trame. Si ce n'est pas son adresse, ce n'est pas l'appel. C'est pour cela qu'on met l'adresse MAC avant la destination, avant l'adresse MAC de la source. Par contre, ici, on met l'adresse IP de l'expéditeur avant l'adresse IP de destinataire. Vers la version, soit une version 4 ou une version 6. Si c'est 4, c'est la version IPv4. Si c'est 6, c'est IP version 6. Header length, longueur de l'entité au mode 32 bits. Donc, le mode 32 bits, ça c'est un mode 32 bits. Deuxième mode, donc combien? Généralement, 5 sans option. Type de service indique comment le paquet doit être géré. Traité normalement, hot priority, hot DB, hot fidelity. Donc, le type of service, TOS, donc c'est le type of service, ça concerne comment on doit traiter le paquet. Est-ce que c'est un paquet normal ou bien c'est un paquet qu'il faut lui attribuer tout le soutien et tous les privilèges qu'elle demande. Longueur totale du paquet, ça veut dire la taille en termes de paquet et des données. Identificateur, flag, information utilisée par paquet, par la reconstitution d'un paquet fragmentation. C'est un paquet, par exemple, il se peut qu'une architecture, donc un paquet de taille ne peut pas être transité sur un réseau, donc il faut le fragmenter, il faut la reconstituer donc à l'autre bout. Identification, donc l'identification ici, donc après donc l'identification, qu'est-ce qui concerne l'identification? On dit qu'identifier le paquet initial utilisé pour reconstituer à partir des fragments qui sont, donc ça c'est un petit peu pour la fragmentation et la défragmentation et la reconstitution d'un paquet. Durée de vie, ce champ indique en second la durée maximale de transit de paquet sur Internet. Chaque passerelle diminue la valeur de TTL de moins 1 avant de le router. Chaque fois qu'il le recevoir, elle diminue le TTL et le route.
etc. Lorsqu'on a dit que lorsque le TTL arrive à 0, il faut le trouver. Le protocole, c'est le protocole de la couche supérieure, de la couche de transport. Ce champ identifie le protocole du niveau supérieur de le message est porté. Soit s'agit-il d'un TCP, s'agit-il d'un I2P ou bien d'un SCMP. Donc, pour Internet Control Error Message Protocol. Somme de contrôle de l'entête. Donc, le champ suivant, checksum, header checksum. Ce champ permet de détecter les erreurs servant dans l'entête du paquet et par conséquent l'intégrité du paquet. Donc, le total de contrôle IP porte l'entête du paquet et non les données. Donc, tout ce qu'elle reçoit, elle le transmet aveuglément. Donc, on a les adresses source, adresse IP de la machine source et l'adresse IP destination. Puis les options, donc non facultatifs. Donc, l'adressage, donc pourquoi l'adressage? Le but de l'adressage, c'est fournir un service de communication universel permettant à toute machine de communiquer avec toute autre machine de l'interconnexion, soit dans un réseau local ou bien avec une machine lointaine. Une machine doit être accessible aussi bien par les humains que par les machines. Donc, on utilise soit les noms. Une machine, on peut la caractériser par un nom, soit par une adresse. Donc, soit par une adresse. Et donc, pour résolver les noms, on utilise le DNS. Donc, le nom de la machine, ça doit être nommé par Domain Name System. Et donc, celui qui va essayer de faire la correspondance entre les noms et les adresses, c'est le DNS. Donc, une route, précisons comment la machine peut être atteinte. Donc, la route, le routage, ça veut dire que le chemin que va emprunter. La solution, un adressage binaire assure un routage efficace qui utilise les noms pour identifier les machines réalisées à un autre niveau de protocole de base. Les adresses, donc une adresse IP est constituée donc de 32 bits, de 4 octets. Donc Internet adresse au IP, donc la version 4, elle utilise les adresses sur 4 octets. Donc, qui vont constituer, donc, qui contient une paire, l'adresse de réseau, l'adresse d'un réseau, il contient un ensemble de machines, et l'adresse de la machine dans son réseau. Et au NetID, ou bien l'identificateur de réseau, identifié un réseau, et HostID, l'identificateur de la machine de ce réseau. Donc, une adresse IP, il contient. C'est une adresse qui contient implicitement un identificateur de réseau et un identificateur de machine. Et donc, mais pour sortir la partie ID d'une adresse IP, on aura besoin du masque de réseau ou bien du masque de ce réseau. Et donc, et l'opération qu'on fait, c'est une opération d'un AND logique. Le est logique. Donc, la structure maintenant d'une adresse, c'est sur 32 bits et il contient un identificateur du réseau et un identificateur de la machine dans ce réseau. La partie réseau est un identificateur commun pour un groupe de machines connectées sur le même réseau physique ou logique. Donc, toutes les machines qui sont sur le même réseau, elles vont partager un identificateur. Et la partie host, ou bien le hot, identifie une machine donnée dans le réseau physique et logique, identifiée par l'identificateur. Donc, cette paire est structurée d'une manière à définir 5 classes d'adresses. Donc, on aura l'adresse classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Mais nous allons nous concentrer sur les classes qu'on utilise pour les attributs, parce que les classes C et D sont un petit peu à usage spécialisé, donc pour les opérateurs et pour d'autres services que le partage des données. Donc, nous allons nous concentrer pour la classe A, classe B, classe C. Une adresse IP version 4 de la classe A, elle va avoir la partie ID, la partie NetID sur un octet. Et la partie host,
elle va être sur 3 octets. Vous voyez que le nombre de réseaux de la classe A sont petits. Le nombre n'est pas beaucoup. Par contre, le nombre de machines d'un réseau de classe A, c'est 2 à la puissance 24. C'est beaucoup de machines. Mais on a peu de réseaux. On aura seulement 2 à la puissance, au maximum 2 à la puissance 8. Donc, un réseau de classe A, il va avoir le premier, donc le bit de poids le plus fort, ou bien le septième, donc le bit de poids le plus fort, il doit être à 0. Donc, vous voyez donc, que lorsqu'une adresse épée, parce que donc on peut avoir de 0 lorsque la valeur va prendre tous des 1 à 1, ça veut dire jusqu'à 126. Donc, donc pour une adresse qui va donc on va prendre donc les adresses de 0 jusqu'à 126, ce sont des adresses de classe A. Pour les adresses de classe B, il est sur 2 octets. Donc, on aura de la puissance 16 réseaux, de la puissance 16 réseaux, et chaque réseau, il peut avoir de la puissance 16 machines. Vous allez voir que en réalité, c'est de la puissance 16 moins 2, parce que lorsque tous les bits sont à 0, on l'appelle si l'identificateur de réseau. Lorsque tous les réseaux sont à 0, on ne peut pas l'affecter à une machine. Lorsque tous les bits sont à 1, on ne peut pas non plus l'affecter à une machine. C'est ce qu'on appelle l'adresse broadcast. Donc, le nombre d'adresses qu'on peut utiliser pour un réseau de classe A, c'est 2 à la puissance 24 moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que la première adresse, ça veut dire lorsque la première adresse, par exemple, je vais vous donner un exemple de donc 7. Donc 7.0.0.0, c'est une adresse. C'est l'adresse de réseau numéro 7, donc de classe A. Donc l'adresse 000 ne peut pas être affectée à une machine. Non plus l'adresse 7 255.255 ne peut pas non plus être affecté à une machine. Donc, vous voyez, on retranche les deux. La première et la dernière. La première, donc tous les octets, donc 0, 0, 0, 0. Donc, je veux la noter. Donc 7 en notation binaire. Donc, je veux la noter en binaire. Donc, c'est 0, 0, 0, 0. Donc, 7, c'est 1. 1. Donc, ça, c'est 4. Non, ce n'est pas 4. Donc, 0, 1, 1, 1. Ça, c'est l'adresse 7. Point. Donc, le 0, ça doit être 0, 0, 0. 0. Donc, je vais essayer de compter les zéros. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? On a ici 7. On a ici 8 octets. On a ici 4 plus 4. On a ici 4 plus 4. On a ici 4 plus 3. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'adresse réseau. Donc, tous les bits de la partie haute sont à 0. La deuxième adresse qu'on ne peut pas affecter, c'est cette adresse. Donc, je veux l'écrire ici. Donc, ici, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 8, point. 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ces deux adresses, la première adresse, on appelle l'adresse de réseau.
et la dernière, c'est l'adresse de broadcast. Si une machine a quelque chose, s'il y a quelque chose qu'on va envoyer à toutes les machines de ce réseau, au lieu d'envoyer à une machine une à une, on envoie à cette adresse de broadcast et toutes les machines donc, vont le recevoir. Toutes les machines donc, de ce réseau vont le recevoir. Donc, ça, c'est l'adresse de réseau et ça, c'est l'adresse de broadcast. Donc, c'est pour cela qu'on retranche l'adresse de réseau et l'adresse de broadcast ne peuvent pas être affectées à des machines. La première machine qu'on peut affecter, la première adresse qu'on peut affecter à une machine et la dernière, donc, je veux vous donner la première machine et la dernière, CTRL V. Donc, la première et la dernière adresse que je peux affecter aux machines de ce réseau. La première machine, si elle va prendre le premier, le 1. La dernière, c'est le broadcast -1. Le broadcast -1, c'est ça. Donc, la première, c'est ça. Et donc, on aura donc, le nombre, c'est 2 à la puissance. Donc, c'est 2 à la puissance 24 moins 2. Moins celle de réseau et celle de broadcast. Donc, je peux faire des combinaisons des 0 et des 1 jusqu'à cette valeur. Donc, ça, c'est la première à être utilisée par une machine et ça, c'est la dernière à utiliser. La première, c'est celle de réseau plus 1. La dernière, c'est celle de broadcast moins 1. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la première et la dernière adresse qu'on peut attribuer aux machines. D'accord? Donc, voilà, je retourne. Et donc, les adresses EB, donc le premier bit et le deuxième de poids le plus fort, donc il faut qu'il aille un 0. Et donc, on peut avoir les adresses de 128 jusqu'à 182. Et pour la classe C, elles sont les adresses des réseaux sur 3 octets. Donc, on aura beaucoup d'adresses de ce type, mais chaque réseau, il ne peut prendre que 2 à la puissance 8 moins 2 machines. Parce que le moins 2, vous comprenez maintenant pourquoi on retranche toujours moins 2. Parce que la première adresse, lorsque tous les bits de host sont à 0, c'est l'adresse de réseau lui-même. Et lorsque tous les hosts sont à 1, c'est l'adresse de broadcast. Donc, on retranche toujours le moins 2. Donc, ça, c'est un exemple d'une adresse de classe A. C'est une adresse de classe B. Donc, on a la partie host sur 2 octets. Et ça, c'est un réseau du type de classe C. Donc, le host sur un seul octet. Donc, ça, c'est une valeur donc, affectée à une machine. Donc, l'interface, donc, c'est difficile par exemple, de mémoriser une adresse en format binaire. Je ne peux pas prendre, par exemple, dire qu'un 00, mais c'est très facile de retenir une adresse 182, 168, etc. Donc, c'est pour cela qu'on utilise un adressage avec la notation, ce qu'on appelle la notation décimale notée. Donc, je convertis, par exemple, les adresses que j'ai utilisées tout à l'heure. Donc, c'est ça. Donc, je peux le noter 7.0.0.0. 0, c'est un 0, mais que peut convertir. Et donc, ça doit être donc, ça doit être 7.255, 255 et 257. La première adresse, ça doit être ça, 7.0.0.1.
la dernière, c'est 7.255, 245. Donc, si il est facile de retenir une notation décimale pointée. Et donc, c'est le format qui a été adopté par EP version 4. On utilise donc chaque octet, même si c'est chaque octet, mais on utilise le format décimal. Donc, le format décimal, c'est de cette façon. L'interface concerne les adresses IP consiste à l'annotation de 4 entiers décimaux après un point, séparé par un point. Chaque entier, c'est l'octet. Et donc, voilà, par exemple, ça, c'est la valeur du premier octet, la valeur du deuxième octet. L'adresse réseau sont distribuées par un organisme, donc les CNAM, les CAN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, puis désigner. Donc, à l'échelle internationale, cet organisme à but non lucratif, et bien sûr, à l'échelle nationale, donc au niveau du Maroc, c'est la ART, l'Agence de réglementation des télécommunications, qui, bien sûr, qui attribue les adresses. Donc, et bien sûr, entre les opérateurs et lorsque l'opérateur a ses adresses, donc c'est alloué de les fournir aux utilisateurs. Donc l'ARP, il fournit par exemple entre Inouï et Tissalat al-Maghrib, entre Orange et Tissalat al-Maghrib, et lorsque les adresses donc des routeurs, etc. Donc c'est le Tissalat al-Maghrib qui va essayer d'attribuer les adresses aux utilisateurs et aux routeurs. Donc les adresses particulières, adresse réseau. L'adresse réseau, l'adresse IP de la partie, c'est une adresse IP de la partie host ne contient que du 0. C'est ce que je viens de dire. Donc la partie host ne contient que du 0. Par exemple, 181.20.00 désigne le réseau de la classe B 181.0. Donc la partie host ne contient que du 0. L'adresse machine locale, c'est une adresse IP dont le champ réseau et D ne contient que du 0. Par exemple, lorsque l'ED est constant de 0, ça veut dire que c'est le machine local. Net ED et host ED, donc lorsque la partie réseau et la partie host sont égales à 0, c'est une adresse que la machine peut utiliser avant de recevoir son adresse IP, par exemple par HDTP. Elle envoie une requête en utilisant cette adresse. C'est l'adresse utilisée au démarrage du système afin de connaître son adresse IP. Par exemple, elle envoie une adresse HCP, donc elle encapsule dans une trame un paquet qui a cette adresse et bien sûr, elle va l'envoyer donc avec bien sûr donc avec l'adresse 00. Adresse de diffusion, adresse de broadcast, donc il y a limité, donc et dirigé. Donc lorsque le net ID et AA et le host ID, donc l'adresse 250, ça veut dire qu'ils vont atteindre toutes les adresses, donc à diffusion limitée. Donc dirigé, ça veut dire qu'on a une adresse d'un réseau bien déterminé, mais on va atteindre toutes les machines de ce réseau. NetID est une adresse réseau spécifique et host. Toutes les bits de host sont 1. Donc, la diffusion concerne toutes les machines diffusées sur le réseau. Par exemple, le 192.20, donc 255, donc toutes les machines de ce réseau. Adresse de le boucle local, ou bien local host ou LOP. Donc, l'adresse réseau 127.0.1, donc local host, est réservée pour la désignation de la machine locale, c'est-à-dire la communication entre machines. Donc, pour tester, est-ce que le protocole TCP/IP marche, on utilise l'adresse IP. Donc, parfois, on utilise le serveur local si on ne veut pas faire, par exemple, accéder à un serveur distant, on utilise la machine locale. Donc, par exemple, je veux partager. Donc, vous voyez, donc j'espère par exemple, je veux ping. Donc, je veux par exemple ping
la boucle, ma machine locale. Ping 127.0.0.1. Donc, je dois tester est-ce que le protocole TCP/IP sur ma machine, indépendamment de réseau, fonctionne ou pas. Ou bien j'ai un problème au niveau de l'installation. Donc, vous voyez que on voit d'une requête ping 127 avec 32. Donc, elle utilise donc les statistiques de ping. Requête envoyée 4 requêtes, requête perdue 0. Donc, requête reçue c'est 4, perdue c'est 0. Donc, aucune perte. Donc, vous voyez qu'il utilise le TTL 128. La time to leave pour la paquet 128. Donc, le protocole. Donc, je vais essayer de voir est-ce que ma carte réseau fonctionne ou pas. Donc, je veux tout d'abord déterminer quelle est l'adresse IP de ma machine. Donc, je peux faire IP config. Donc, pour retrouver config, donc, je dois demander à ipconfig de me donner l'adresse IP de ma machine. Donc, il va me donner donc la adresse IP version 4 192.128.1.9. La passerelle, donc c'est 128.192.168.1.1. Donc, le masque, c'est 255.255.255.0. Donc, je veux essayer de vérifier est-ce que ma carte réseau marche ou pas. Donc, puisque vous voyez ma vidéo donc, avec Zoom, ça veut dire que ma carte réseau, elle marche, mais je veux la pinguer. Donc, ping 192.168.1.9. Elle a envoyé une requête 32, une requête de 32 à 7, donc les statistiques de ping, envoyé 4, reçu 4, perdu 0. Donc le TTL, c'est 128. Donc je ne traverse aucun routeur. Maintenant, je dois pinguer ma passerelle, mon routeur Wi-Fi sur lequel je travaille maintenant. Je dois lui envoyer une requête. Donc maintenant, donc, elle a envoyé avec un TTL de 64. Donc les statistiques, j'ai envoyé 4, j'ai reçu 4, perdu 0, donc ça marche. Je veux maintenant pinguer Google. Google.com. Je ne sais pas son adresse, donc je lui ai envoyé une requête. Donc, de cette façon, elle va me dire l'adresse IP du serveur Google sur lequel il va me répondre et combien de routeurs que j'ai traversé. On voit une requête ping au Google. Donc, vous voyez Google, il a mis entre parenthèses 216.58.211.206. C'est un réseau de classe C avec 32 octets. Donc, vous voyez que elle a été reçue avec un TTL 118. Donc, si la requête envoyée c'est 128, donc ça veut dire que j'ai traversé 10 routeurs pour atteindre le serveur de Google. J'ai envoyé 4, j'ai reçu 4, aucune n'est perdue, et donc il faut traverser 4 routeurs. Donc, voilà l'adresse qui m'a été répondue. Donc, voilà, donc j'ai un petit peu testé le protocole TCP local sur ma machine. J'ai testé ma machine, donc chaque fois qu'il y a des erreurs, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas sur Internet, donc vous pouvez pinguer l'architecture TCP, donc le protocole, l'architecture protocolaire TCP. Vous pouvez tester est-ce que c'est la carte réseau qui marche ou ne marche pas. Vous pouvez tester est-ce que
la connexion entre votre machine et la passerelle, ou bien le DHCP, ou bien le DSN. Donc, ça peut être aussi que le DSN ne fonctionne pas. Donc, il y a un problème de connexion au réseau. Donc, s'il y a un problème, etc. Donc, le masque, donc la notion de masque. Le masque réseau est un nom 232 bits. Donc, il a le même nombre de bits que une adresse IP version 4. Donc, constitue une suite de 1 suivi par 2 0. Donc, les 1 doivent être à droite et les 0 à 0. La partie du 1 ne désigne quelle est la partie du réseau. Donc, la partie du réseau dans une adresse IP. La partie qui contient des zéros nous renseigne sur la partie de l'identificateur de la machine dans ce réseau. Le masque sert à identifier l'adresse réseau qui correspond à une adresse IP. En appliquant un AND logique entre une adresse IP quelconque et le masque associé, on obtient la partie réseau de l'adresse réseau. Donc, l'adresse IP avec, donc ça nous donne l'adresse de réseau. Et bien sûr, par exemple, le masque associé à une adresse de classe A, c'est le /8 ou bien 255. 255, ça veut dire tous les 8 bits sont 1, 1. Donc 255, 00 ou bien la notation CEDR /8. Donc, on va voir maintenant quel est l'effet de masque. Si le masque est de 255, donc toutes les stations appartiennent au même réseau. Donc, on a le 255, donc la partie réseau, c'est les deux premiers octets, 193, 55, 193, 55, 193.55, 185. Donc la partie réseau, elle est commune à toutes les machines. Si le masque est ça, donc toutes les machines, il appartient au même réseau. Maintenant, si je change le masque, il va être sur 3 octets. Donc 3 octets, ça veut dire les deux machines, elles sont sur le même réseau. Les deux autres sont sur un autre réseau et la troisième sur un réseau à part, puisque elles n'ont pas le même. Donc, vous voyez, donc chaque fois, une adresse IP, son masque ne vaut rien. Chaque fois qu'on a une adresse IP, il faut spécifier le masque. C'est la même chose qu'une machine, lorsqu'on a, il a un paquet, elle a un paquet et l'adresse IP destination, mais il faut lui indiquer le masque donc de cette adresse pour savoir à qui elle va l'envoyer. Donc le masque par défaut associé à une adresse de classe B et le /16 sur 2 octets, sur classe C, donc on récapitule. Une adresse IP est constituée de 4 nombres correspondant à 2 parties, numéro de réseau, network et D, et la partie station host, ou bien hot en français. Le masque de ce réseau permet de distinguer le numéro de réseau et le numéro de hot. Donc ça c'est un hot on connaît avant de savoir quelle est son adresse. Donc lorsqu'il va envoyer une requête, le DHCP il utilise cette adresse. Donc lorsqu'on veut utiliser donc tous les hots, ça c'est une machine bien déterminée. Ça c'est un réseau. Ça c'est une broadcast de ce réseau. Donc le hot de ce réseau, et donc ça c'est le lockback ou bien la boucle locale. Donc lorsqu'on a dit que pour tester le TCP/IP sur une machine, donc on utilise. Donc apparemment vous avez maintenant un cours. Il nous reste quelques. Il nous reste donc combien? Une dizaine. Il nous reste exactement 15 diapositives pour terminer. Il nous reste le subnetting lorsqu'on va essayer de construire à partir d'un réseau, du sous-réseau.
et le cidre, si on veut un petit peu rassembler plusieurs réseaux dans un super réseau. Ce sont deux notions qui sont utilisées lorsqu'on va... donc, si vous voulez, on va continuer le lundi. J'espère que vous allez me dire, oui, le lundi, on va terminer ceci, on va s'enchaîner sur le TD et avant d'attaquer la solution de l'examen de l'année dernière. Je vous ai envoyé les examens des 4 derniers examens, des 4 dernières années. Donc, si vous voulez, on va terminer ceci la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en dites? Si vous voulez qu'on arrête, très bien. Donc, je vois des oui. Maintenant, il est 10h30. Je veux m'arrêter ici et on va continuer le lundi, Inch'Allah, même heure. Je vais vous envoyer l'adresse de la réunion puisque nous avons un petit peu épuisé les réunions que j'avais déjà réservées. On va réserver une autre réunion sur Zoom et je vais vous envoyer donc l'adresse du Zoom de lundi matin. On va terminer le cours, on va terminer le TD et je vais vous donner donc la solution de l'examen de l'année dernière. J'ai aussi envoyé les 4 examens des années de 2016, 2018, 2017, 2018, 2018, 2019. Mais pour celui de 2019-2020, je vais faire la solution avec vous ensemble. On fait comme ça, si vous êtes d'accord. Donc, je vais arrêter l'enregistrement d'aujourd'hui pour